Merci à tous d'être là. Merci aux organisateurs de cette Saphir délocalisée, hein, qui est une belle réussite. Donc c'est à poursuivre. On va donc passer au presbytie lasique. Donc c'est la version cornéenne maintenant de la chirurgie de la presbytie. Alors qu'est-ce que c'est que le presbytie lasique ? En fait, c'est devenu le terme générique, hein, comme frigidaire, qui inclut à l'heure actuelle toutes les stratégies de photoablation pour réhabiliter la vision de près, tout en conservant bien évidemment la meilleure vision de loin. Alors la solution idéale en presbytie, c'est la vision symétrique, performante à toutes les distances, qui est à l'heure actuelle malheureusement impossible en laser. Et les logiciels cherchent un compromis qui s'améliore sans cesse, d'une part, pour augmenter donc cette précision et cette qualité de vision. Et effectivement, quand on opère un patient de presbytie à l'heure actuelle, on peut lui donner un très très bon résultat visuel. Alors, à l'heure actuelle, que font les lasers ? En fait, ils modifient les aberrations optiques pour augmenter la profondeur de champ. Donc, on va faire un tout petit rappel sur la profondeur de champ et les aberrations sphériques. Donc, on en a sûrement parlé, mais je voulais simplement vous rappeler que la profondeur de champ était liée directement à l'aberration sphérique, que l'aberration sphérique, c'est une aberration optique de quatrième ordre, c'est le Z4-0 du polynôme de Zernicke. Donc, comment vous augmentez votre aberration sphérique ? En la modifiant au niveau de la cornée et en modifiant la sphéricité. Alors, qu'est-ce que c'est que la sphéricité ? C'est le facteur Q de nos lasers qui définit donc une variation de courbure de surface. Donc, c'est la forme d'une surface ellipsoïde qui peut être soit oblate, quand elle a été opérée de chirurgie réfractive myopique, ou prolate, une cornée normalement normale, non opérée et généralement prolate. Alors cette aberration sphérique, elle dépend donc de la sphéricité, on l'a vu, de la surface ellipsoïde, mais aussi d'un certain nombre d'éléments qui sont l'indice de réfraction, l'angle de réflexion des rayons et la longueur d'onde. Alors l'aberration sphérique, elle est positive quand la périphérie des rayons converge en avant des rayons centraux, c'est ce que vous avez sur cette petite image. Voilà. Elle est négative quand les rayons périphériques convergent en arrière. Et il faut savoir que l'aberration sphérique d'un œil normal est légèrement positive, en moyenne, bien évidemment, sur cette courbe de Peipko. On voit que l'aberration sphérique cornéenne, en moyenne, est de 0,27, que celle du cristallin jeune, parce que vous savez très bien qu'un cristallin vieux va s'orienter vers une aberration sphérique positive, mais un cristallin jeune est négative, moins 0,13, et que l'aberration sphérique résultante moyenne est de 0,1, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'effectivement l'œil n'est pas un complexe parfaitement ayant une aberration sphérique à 0, parce que justement il faut quand même donner une certaine profondeur de champ. Alors pourquoi cette aberration sphérique induit une profondeur de champ ? Puisque chaque rayon d'un objet va être différent, enfin la focalisation va être différente en fonction de sa position sur la cornée. Donc si vous avez une lettre, un point image, vous allez avoir, du fait de la focalisation différente au niveau de la cornée, vous allez avoir une image un point image qui va être multiple sur l'axe optique. Et d'un autre côté, quand vous avez plusieurs images, donc plusieurs images étalées dans le champ optique, ils vont se regrouper sur un seul point. Alors l'aberration sphérique donne de la profondeur de champ, mais doit bien évidemment rester contrôlée, parce que si vous avez une aberration sphérique trop importante, vous allez avoir une perte de la qualité de l'image, et la perte de la qualité de l'image, ça se traduit essentiellement par des halos, une perte de la sensibilité au contraste et de la luminosité, donc une perte de la qualité de vision avec un élargissement de la PSF. L'aberration sphérique optimale, c'est un compromis entre celle qui améliore la vision de près sans trop détériorer la vision de loin. Et cette aberration sphérique optimale, donc pour avoir une bonne vision de près sans détériorer trop la vision de loin, est de moins 0,2, c'est ce qu'avait montré donc, Leray et Malkaz à la Saphir l'année dernière. Alors cette aberration sphérique optimale, elle va vous donner une profondeur de champ d'environ 1 dioptrie 50, c'est-à-dire que vous allez voir net de la vision de loin jusqu'à une vision à peu près de 66 cm, sans effet secondaire sur la qualité de vision. Donc tout ça, à partir du moment où vous avez une 50, c'est parfaitement bien toléré et vous avez une bonne qualité de vision. Simplement 66 cm, ce n'est pas tout à fait suffisant pour la lecture.
Alors, cette aspéricité corénéenne qui correspond à l'aberration sphérique optimale, donc elle doit être obtenue sur chaque cornée de chaque patient pour obtenir un résultat optique le plus performant possible à toutes les distances de vision. Simplement, pour obtenir cette vision optimale en vision de près, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on s'arrêtait à 66 cm, il va falloir associer une micro-monovision, sinon vous ne l'obtenez pas. Alors la monovision, on y vient, permet d'avoir une pseudo-accommodation binoculaire par une correction qui va être différente au niveau des deux yeux, en favorisant la vision de loin sur l'œil dominant et en favorisant la vision de près sur l'œil dominé. Donc c'est ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure avec les implants, mais là on fait exactement le même concept au niveau de la cornée, c'est-à-dire que le patient il va avoir un œil dominant qui a une vision correspondante à la flèche blanche, un œil dominé qui a une vision correspondante à cette flèche là, et la vision rouge, c'est la vision binoculaire. Donc ça, c'est un schéma que je donne systématiquement à tous mes patients que j'opère de chirurgie réfractive presbylasique pour bien leur expliquer, effectivement, qu'ils n'auront pas la même focale au niveau des deux yeux. Alors, la monovision, ça donne de très bons résultats en chirurgie réfractive cornéenne, bien sûr chez le myope, ça c'est la solution idéale, mais aussi chez l'hypermétrope et également chez les métropes quand vous corrigez un seul œil, c'est-à-dire que vous allez leur corriger l'œil dominé, et à ce moment-là, donc l'œil dominé va être en focale de près, et les patients ont une vision binoculaire qui est tout à fait confortable et satisfaisante. Simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des candidats qui vont mieux s'adapter que d'autres, et ça, il faut essayer de les déceler, comme tu disais, Serge, en un quart d'heure, ce qui n'est pas toujours évident, mais il y a un certain nombre de critères qu'il va falloir respecter pour qu'on soit en toute sécurité et qu'on maintienne la qualité de vision chez ces patients. Alors, on obtient des résultats qui sont tout à fait satisfaisants dans 80% des cas. Alors, les facteurs limitants, on vient de le voir, c'est la dominance oculaire, c'est effectivement une altération de la vision stéréoscopique du fait d'une monovision qui serait trop importante, une anisométropie qui serait trop importante, et puis le problème, c'est la vision intermédiaire. Alors, la dominance oculaire est capitale, ça on l'a vu. Il faut que l'image neutre soit facilement neutralisée par le cerveau, parce que si elle persiste, le patient va être bien évidemment gêné. Et il faut que ça puisse changer d'un œil à l'autre en fonction de la distance que vous regardez. Il faut que ça change très rapidement. Et effectivement, si vous avez une dominance oculaire qui est trop importante, vous allez avoir du mal à passer d'un œil à l'autre en fonction de la distance. Alors, on a vu tout à l'heure, le choix de l'œil dominé, et c'est le test de la carte trouée déjà pour voir avec quel œil le patient vise, mais ce n'est pas toujours celui que vous allez obligatoirement mettre en vision de près, si ce n'est que c'est en vision de loin, si ce n'est que c'est quand même le cas le plus fréquent. Le test de la tolérance au brouillage, c'est quand même ce qu'il y a de plus faible, c'est-à-dire que vous mettez une addition, moi je mets un 50 pour vraiment bien brouiller le patient devant chaque œil, et je vois avec quel œil il tolère le mieux cette addition de 1,50, et cet œil qu'il tolère le mieux sera utilisé pour la vision de près. Alors, ce degré d'anisométropie, il est variable selon les patients. En général, ça marche très bien jusqu'à 1,50, voire 2 dioptries. Dans ces niveaux-là, à ce moment-là, vous avez une vision stéréoscopique et une sensibilité au contraste qui est relativement bien maintenue. J'ai cependant certains patients myopes qui sont habitués à avoir une seule lentille de temps en temps sur leur œil dominant quand ils sont presbytes, et jusqu'à 3 dioptries, ils tolèrent très bien. Donc il y a des cerveaux qui sont quand même très, très plastiques. Alors, quelles sont les conditions pour une bonne tolérance? Pas d'astigmatisme, bien évidemment. Si vous avez une amétropie torique associée, ça ira pas. Pas de déviation oculaire. Les patients, le plus souvent en dessous de 60, une dominance oculaire peu marquée. Bien évidemment, il faut être hyper précis sur chaque œil, parce qu'à ce moment-là, si vous avez moins 0,75 sur l'œil dominant, évidemment, ça ne va pas le faire. Et puis, à ce moment-là, vous aurez une neuroadaptation qui se fait parfois en 24 heures, parfois ça demande un tout petit peu plus de temps. Alors, comment ils ont évolué ces logiciels presbylasiques? Donc, le but, on le rappelle, c'est d'augmenter la profondeur de champ en augmentant l'aberration sphérique, en modifiant la sphéricité cornéenne pour la rendre hyperprolate. Alors, on a des profils qui sont très différents selon les lasers. On a des profils multifocaux, comme le Vizix, le Nidec et le dernier né, le Supracor de Technolas. Et puis, des profils qui modifient la sphéricité, avec des profils avec des logiciels qui sont modulables comme le F4, ou bien avec des logiciels qui ont les données intégrées comme le LBV.
Alors, le Supracor, c'est donc le logiciel proposé par Baucher-Lombe. C'est un profil multifocal varifocal, c'est-à-dire avec une transition très progressive entre la vision de loin et la vision de près. Et vous pouvez moduler l'addition que vous avez, soit 2,50 pour les traitements régulars, soit 1,50 pour les traitements mild. Donc là aussi, même avec ces traitements multifocaux, vous allez additionner une micro-monovision pour avoir une vision de près qui est un petit peu plus performante. Alors le profil aspérique non linéaire de Carl Zeiss, Meditech, c'est un profil d'ablation non linéaire de la sphéricité. Ça veut dire que vous n'avez pas la même aspéricité partout. Hein, c'est ce que vous avez dans l'image du haut. Et là aussi, il faut associer une micro-monovision pour augmenter les performances de près. Et puis le F4, c'est exactement le même concept que le LBV, mais là, vous allez rendre la cornée hyperprolate par des manipulations que vous allez faire vous-même, c'est-à-dire que c'est vous qui allez dire, voilà, je veux une aspéricité visée entre 0,6 et une dioptrie, selon le point de départ, l'âge, la tolérance que vous avez mesuré au préalable. Alors à l'heure actuelle, c'est bien codifié, c'est précis, c'est prédictible, c'est fiable, et on peut vraiment le proposer à tous les patients. Les éléments clés, c'est bien évidemment, on l'a vu, comprendre les besoins des patients, leurs besoins visuels essentiellement, savoir s'ils conduisent la nuit, quelle est leur distance privilégiée de vision. Donc faire une sélection très rigoureuse des bons candidats et puis donner une information objective. C'est pour ça que mon petit papier, je le donne, parce que quand vous les mettez derrière la machine, vous leur dites, voilà, je vous ai simulé ce que vous allez obtenir après. Et puis, systématiquement, ils sont opérés, ils se cachent un œil après l'autre et ils vous téléphonent le lendemain matin affolés en vous disant « mais je ne vois pas pareil des deux yeux », même si vous leur avez expliqué. Donc, le petit papier, au moins, je leur dis « ben voilà, reprenez ce que je vous ai dit dans le dossier, vous allez voir ». Les résultats donc, seront d'autant meilleurs qu'effectivement, les patients sont jeunes et qu'ils ont bien évidemment une accommodation résiduelle. Meilleurs chez l'hypermétrope, parce que là, ils sont gênés à toutes les distances, donc là, vous les aidez et vous les aidez grandement. Bien évidemment, pour les myopes, ça reste une très bonne, la monovision reste une très bonne indication. Alors, il faut respecter les contre-indications. Elles sont identiques à celles du LASIK, en particulier pachymétrie et topographie cornéenne, bien évidemment. Et puis, elles sont identiques à celles de la chirurgie réfractive, c'est-à-dire qu'il faut un œil sain avec des patients qui sont motivés et puis positifs vis-à-vis de cette technique. Alors, il faut prévenir les patients qu'il y a des limites à ce presbyLASIK. Il y a une neuroadaptation, il y a un temps de récupération. C'est une pseudo-accommodation, on ne restitue pas l'accommodation, donc ce n'est pas une vision absolument parfaite à toutes les distances. C'est un compromis, le mot compromis c'est capital, c'est un compromis loin près. Donc compromis, ça veut dire que de temps en temps, le patient aura besoin d'avoir une petite paire de lunettes complémentaires. Et il faut bien aussi leur dire qu'ils auront besoin de lumière. Voilà, donc à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a des preuves scientifiques suffisantes. Et si vous venez le 17 janvier à ma journée presbytie, Béatrice vous fera un topo absolument magnifique qu'elle a fait à Oft Atlantique et voilà, qu'elle vous refera là. Elle a oublié, mais moi je lui rappelle. Et pour justement vous prouver que la chirurgie de la presbytie, ça marche et qu'il faut vraiment la proposer aux patients parce que ça rend vraiment des services. Bien évidemment, on améliore sans cesse les logiciels et plus ça va aller, mieux ça va aller. Je vous remercie.